Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. On est très content de vous retrouver après cette longue trêve internationale qui nous a séparé 2 semaines de l'OGC Nice. On est très content d'avoir retrouvé le gym et notre émission thérapie, puisque c'est une défaite forcément pour la reprise. Ce match à 3 catastrophique. Bon, exceptionnellement, on enregistre un peu à chaud, puisque le match s'est terminé il y a une vingtaine de minutes, le temps que l'ami Badagou se trouve tous ses branchements et daigne se libérer. Salut, chaud, mais on est froid comme les joueurs, je t'annonce. Ouais, c'est pas faux. Cédric, comment ça va après ce dimanche après-midi perdu? Bah ça va, je vois qu'il fallait trouver un coupable pour les minutes de retard. Ça y est, c'est beau, putain. Non, mais écoute, on attendait ce match parce que la trêve, ça fait toujours un peu caguer, quoi. Et puis voilà, on est déçus. Émission thérapie, c'est reparti. Choqué et déçu même. Choqué et déçu, exactement. Ouais, bon, il y en a un qui n'est pas déçu puisqu'il avait tout vu et puis qu'il a pu cracher son venin sur Casper Dolberg. C'est Brice. Comment ça va, Brice? Bah écoute, ça va. Et pas que Gasper Dolberg, il y en a beaucoup. T'as dit Gasper comme Patrick Vieira. T'as fait exprès, je suis sûr, en plus. Exactement. Je suis sûr que t'as fait exprès. Ou alors, j'ai insisté en plus. T'as peut-être du sang canois, on sait pas très bien, mais on va investiguer là-dessus. Messieurs, avant de parler de ce match horrible qui nous a fait perdre, comme on disait, un précieux dimanche après-midi dans nos emplois du temps de ministre, malheureusement. Walker Texas Rangers me manque, les amis, je vous le dis. C'est vrai, les petits dimanches après-midi, Grand Prix de Formule 1, puis Chuck Norris, c'était pas mal, mais bon, voilà. Avec mon C. Ah putain, la Formule 1, c'était autre chose. C'est une autre époque, messieurs, donc on va parler un peu de l'actualité du gym. Pendant cette trêve, il n'y a pas eu non plus énormément de nouvelles, mais il y a eu encore une nouvelle polémique sur le club, parce que décidément, on ne peut pas s'empêcher de cracher sur l'OGC Nice depuis le début de la saison en cours. On va d'abord commencer par la petite rumeur mercato qui mène à un jeune gardien nigérian du Sparta Rotterdam, Maduka Okoye. Donc pour les fans de l'univers Marvel, Okoye, ça vous parle forcément. Donc voilà, mon cerveau était parasité par ça, parce que tout de suite j'ai pensé à la meuf de Black Panther, tu vois. Ouais. Ses agents étaient dans le sud de la France, donc l'OGC Nice est une destination un peu toute trouvée pour la presse néerlandaise, même s'il y a d'autres clubs, notamment l'AS Monaco, et puis plein de deals qui se font de toute façon à Monaco qui n'ont rien à voir avec les deux clubs. Mais partons du principe que c'est pour l'OGC Nice, ce serait éventuellement pour le Mercato 2022. Un jeune gardien, on va pas se mentir, le Sparta Rotterdam, c'est pas franchement un club qu'on suit. Déjà, si vous en avez entendu parler, c'est bien. Mais voilà, un profil de jeune gardien qui pourrait arriver à l'OGC Nice à horizon 2022, peut-être pour préparer soit un départ de Marcin Bulka, qu'on n'a toujours pas vu jouer et qui n'est que prêté, on le rappelle, à l'OGC Nice, ou un départ de Walter Benitez. Donc sans vous demander une analyse tactique sur le profil du gardien, est-ce que pour vous, c'est bien que l'OGC Nice se renseigne déjà pour l'été prochain sur un gardien, et surtout, est-ce que c'est le profil de gardien qu'il faut viser? Le profil, je suis pas sûr, parce que déjà je le connais absolument pas. Niveau âge, essentiellement, et dans le championnat mineur. Voilà. Mais à voir après, bien sûr, évidemment, si départ de Benitez, il devrait y avoir. J'espère forcément que ça sera un très gros calibre. Pourquoi pas, on pense tous à un Lloris qui va être en fin de contrat ou un truc comme ça, si belle saison il y a. Mais maintenant, de prendre un mec comme ça, voilà, je sais pas, vraiment, pour moi, il est totalement inconnu. Donc, est-ce que ça serait pour vraiment doublure, voire en numéro 3, parce que peut-être que Boulendi et... Après, Benitez était inconnu aussi quand il arrive, de même que Ospina. Ouais, et jurisprudence sur les gardiens, tu vois. Ouais, mais bon, quand il arrive Benitez, t'es pas entre guillemets, t'es pas sur les mêmes ambitions, quoi. Voilà, peut-être. Donc là, pour moi, ça serait une erreur de faire venir un gardien inconnu comme ça pour lui donner quand même des responsabilités directement. Bah, si tu veux faire grandir ton club, il te faut des gardiens qui ont déjà un vécu en Europe, qui ont fait en coupe européenne, etc. Donc, ouais, peut-être pour numéro 2, parce que c'est jeune, parce que derrière, il y a peut-être encore une fois cette jurisprudence, mais pas plus. Je pense pas que ça soit la recrue qu'il faut pour l'OGC Nice. Ou pourquoi pas un tremplin avec le Lausanne Sport, même si on n'est pas très renseigné sur l'avenir au poste de gardien, mais on sait qu'il y a également cette possibilité-là désormais dans la galaxie Ineos, la galaxie OGC Nice. Tu parlais d'Hugo Lloris, peut-être de retour à l'OGC Nice, en tout cas je pense que tout le peuple niçois l'espère après la Coupe du Monde 2022. On va un peu en parler d'Hugo Lloris, puisque capitaine et vainqueur d'une nouvelle compétition internationale avec l'équipe de France, avec la Ligue des Nations, dans laquelle il s'est révélé extrêmement précieux pour mener la France. On est en train de perdre Brice, du coup. Non mais voilà, c'était juste la dédicace. J'avais pas prévu d'en parler, mais vu que Brice est là, tant qu'à faire, autant installer une mauvaise ambiance dans l'équipe rapidement dans cette émission. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Mais encore un titre de plus pour. Si vous Voilà. avez pas de goût, vous avez pas de goût, c'est pas mon problème. Ça. Et oui, voilà, mais on n'a peut-être pas de goût, mais au moins Hugo Lloris c'est un palmarès contrairement aux autres gardiens de l'équipe de France. Voilà, on va pas citer les divers pandas Ah bah dépressifs qui se les sont autres l'ont succédé. aussi. Ils jouent pas, mais ils l'ont aussi. Hein. C'est beau, c'est bon. En plus, tu vois, il se dévoue pour Il les défend autres, il se il défend sacrifie pour la l'indéfendable. nation. Ah non, mais si on doit aller dans les gardiens, Yoris et Mandanda, le podcast il dure 3 heures, je les défonce tous les deux. Je les D'accord. déteste ces deux gardiens. Mais en même temps, tu n'aimes personne, je crois, à part Morgan Schneiderlin dont on parlera Non, à la fin de c'est cette faux, émission c'est parce que. Alors, ouais, on en parlera. Ok, On en d'accord. parlera. Bon, bref. Mais non. Le mec Non, est non, vénère clairement. Pas que- Quoi. Ah non, c'est pas que J'ai installé une c'est pas que mauvaise j'aime- ambiance d'un coup là. T'as remarqué C'est pas que j'aime personne ou quoi, c'est que ouais, enfin je sais pas. Bon bref. Non. Non, mais après Lloris, évidemment qu'il il a des défauts comme beaucoup de gardiens. Hein. On a toujours su, entre guillemets. Ah, il en a ses moins défauts. déjà que Mandanda, ça, je te le dis. Oui, mais notamment jeu son au jeu au pied. pied, voilà, son jeu au pied qui est critiqué et critiquable parce que effectivement il est pas très très bon au pied. Après encore une fois, voilà, il a montré. Il a montré, il a montré pendant la Ligue des Nations et notamment en finale qu'il est il est capable de te maintenir en vie sur des actions où peut-être certains gardiens ne l'auraient pas arrêté parce qu'il a une explosivité et c'est un très très bon gardien. Donc voilà, il faut être objectif et ça reste. On peut le comparer à plein d'autres gardiens qui sont passés par l'équipe de France. Je sais que tu as parlé des palmarès de Barthez, de la carrière de Barthez en comparaison, tout ça. C'est des profils un peu différent, mais t'allais dire similaire, je quittais l'émission là. non, Quand mais, même. On connaît le ballon ici, monsieur. mais dans le sens où maintenant ça parle, voilà, il a aussi comme a dit Sky un palmarès qui va parler pour lui, notamment en équipe de France. Hein. Même si sa carrière avec Tottenham, tout ça, on peut se poser des questions et tout, mais en équipe de France, le mec a soulevé la Coupe du Monde, il vient de soulever la Ligue des Nations. Il a soulevé toute la concurrence depuis 10 ans aussi, quand même. Bah, c'est ça. Donc voilà. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord au moins que Hugo Lloris a davantage apporté à l'équipe de France que Richard Dutruel? Ah, je suis pas sûr. Là, on parle de Richard Dutruel quand même. Bon, le Barça quoi. Non, mais vite fait pour vite fait sur Dutruel. Là, par contre, je te préviens, c'est moi qui quitte l'émission. Vite fait sur Dutruel, très très bon. Non, mais sur Yuri, c'est un très bon gardien, mais voilà, sur le niveau international, enfin bon, bref. Tu ne le prendrais pas à l'OGC Nice la saison prochaine? Ah si, à l'OGC Nice, oui, mais tu peux te poser la question de pourquoi les plus grands clubs, quand ils cherchaient des gardiens, ils ne sont pas allés le chercher lui, quoi. Et qu'il est toujours à Tottenham, et que Tottenham, c'est pas non plus, c'est pas le Barça, le Real. Après, Bayern, honnêtement, mais... actuellement, il est peut-être pas top 3 des gardiens dans le monde, mais il doit être top 5, top 6 quand même. Ouais, non. Bon, écoute, moi j'ai envie de dire faire un podcast sur Lloris et sur les gardiens, mais il y a quand même, il y a quand même des grands clubs qui sont allés mettre des fortunes sur des gardiens qui au final sont quand même largement moins bons que lui, mais genre De Réa quoi. Voilà, genre De Réa, genre Kepa, enfin bon, tu vois. Et en plus Manchester United. Non, mais là les gars, vous m'en voulez. Je reviens, tu vois. J'étais malade et tout, je reviens et. On aime s'attaquer aux gens à terre. Le gars est convalescent et voilà, boum. Je suis là sur mon lit d'hôpital, putain. Il va nous sortir sa RQTH, genre non, c'est la botte, c'est comme au Billboard. Ah non, increvable, désolé les gars. Voilà. Bon bref, passons d'une polémique gardien à une autre polémique, liée à la trêve internationale. Je parle bien entendu de Andy Delors qui aurait plus ou moins refusé ou eu la consigne de refuser l'équipe nationale d'Algérie de la part de l'OGC Nice. Donc bon, on va pas vous faire de grandes révélations, mais bon, le club s'est fait prendre un peu en boucaquet là quand même ces 15 derniers jours, profitant de notre absence aussi de la scène médiatique, enfin de l'absence de l'OGC Nice de la scène médiatique. Voilà, donc bon, c'est très factuellement Andy Delors qui a déclaré qu'il ne souhaitait pas rejoindre l'équipe d'Algérie pendant cette trêve-là, qu'il allait faire une pause d'au minimum 1 an pour se consacrer davantage à l'OGC Nice et à sa concurrence avec Amine Gouiri et Kasper Dolberg. Depuis, Jamel Belmadi fulmine dans les médias, bon, sauf dans les médias algériens, parce que lui n'a pas trop la volonté de s'y rendre malheureusement.
Mais voilà, comme quoi, bon, c'est un sale traître, que c'est de la faute de Julien Fournier qui incite les internationaux africains à ne pas se rendre en sélection. Il y avait voilà, c'est un peu les théories du complot, du contrat signé sous la table, comme quoi il y a la petite clause avec l'astérix et les petites lignes qui lui ont fait, qui font dire à Andy Delors que non, il faut pas que tu y ailles et tout, sinon on t'embauche, enfin, on te recrute pas à l'OGC Nice. Bref, on a un peu entendu tout son contraire et beaucoup n'importe quoi. Je sais pas comment vous avez vécu cette période de votre côté, messieurs. Nous, on va dire que ça fait quand même une polémique de plus sur le Nice depuis le début de saison. On bave un peu plus sur notre club. Surtout que, bon, du côté envoi d'internationaux africains en sélection et en compétition internationale, je pense pas que l'OGC Nice ait à rougir ces 10 dernières années, vu le contingent important. Et là, il y en avait encore 4 qui partaient pendant cette trêve-là. Je vous avoue que là, tu as quand même un peu l'impression que des fois, c'est un peu gratuit et pour faire le buzz qu'on charge l'OGC Nice dans ce genre de cas de figure. Bah déjà, on avait vu un peu Delors prendre un petit peu la foudre, déjà par ses ex-supporters et puis même les médias qui avaient dit certains médias qui avaient dit qu'en gros c'était pas bien qu'il aille à Nice, machin et tout, qu'il aurait dû être fidèle à Montpellier, tout ça. Bon bref. Oui, il y a Hilton, Voilà, bon, malheureusement, la vieillesse lui fait un peu perdre aussi le sens des réalités avec les classements respectifs de Montpellier, de Nice. Oui. Mais, le mec a pété un plomb, clairement, voilà. Non, mais voilà, comme tu dis, ça fait une polémique de plus, une polémique un peu gratuite, hein, voilà. Après, entre guillemets, pas pour prendre la défense de n'importe qui ou quoi, mais je pense que Delors a été peut-être un petit peu maladroit concernant le fait qu'il voulait arrêter la sélection pendant un an, entre guillemets, jusqu'à la Coupe du Monde. Voilà, ça, je peux comprendre que c'est un peu maladroit. Après, maintenant, voilà, on connaît le caractère de Delors. J'imagine qu'il a toujours été exemplaire avec la sélection algérienne. Maintenant, je peux le comprendre aussi dans le sens où il n'est pas titulaire dans cette équipe. Il a plus de responsabilités maintenant avec Nice et le fait qu'on espère jouer l'Europe et que lui espère faire une belle saison avec Nice. Donc, je peux concevoir qu'il y ait une priorité, voilà, même si c'est malheureux et que sa sélection en pâtit, si on peut dire comme ça. Mais voilà, maintenant, il a un club où il est de plus en plus titulaire et une sélection où il ne joue que très très peu. Je peux concevoir qu'il fasse entre guillemets un choix. Brice, est-ce que ça se serait mieux passé s'il avait dit je prends ma retraite internationale ? Point. Absolument. Je pense que le coup de 1 an, ça fait quand même vraiment l'équipe nationale, c'est ma pute, quoi. Je reviens quand je veux. Mais c'est un peu ça en fait, et c'est ça qui est maladroit, et je pense que c'est ça que Belmadi et plein d'autres Algériens ou quoi le prennent hyper mal là-dessus. Et je peux le comprendre ça en fait. Les mots, c'est genre je reviens dans 1 an pour la Coupe du Monde, faites votre truc entre vous, là, qualifiez-vous, tout ça. Allez jouer dans des stades pourris où quand il y a une caméra qui tombe, le match est plus diffusé, et moi je reviens pour la compétition. Et puis moi je reviens pour la grande compétition, tu sais, genre j'arrive avec ma cape, je suis le super-héros et tout, alors qu'il est remplaçant. En fin de saison. Après, j'ai une question. Est-ce que, alors sans faire encore une fois enfler la polémique entre guillemets, mais si en comparaison c'était Mahrez qui avait dit ça, vous pensez que ça aurait été différent ? Ah, ça aurait fait un tollé 100 fois plus fort, je pense. Ah, moi je pense 100 pas. fois plus. Moi je pense que le fait que Delors soit un peu naturalisé, que ça a toujours un peu fait jacter, tu vois, que ce soit pas entre guillemets le pur algérien, pure souche et tout. Ouais, d'accord, mais je pense mais en Afrique, les binationaux, d'ailleurs les libéraux avaient fait un excellent podcast là-dessus, je vous conseille de l'écouter. Ça a toujours été plus ou moins, ça c'est pas ça, c'est que tu fais partie d'un collectif, un collectif qui a gagné en plus, c'est ça le pire, tu vois. C'est-à-dire que s'il aurait fait partie d'un collectif qui a jamais rien gagné avec l'Algérie, une équipe plus que moyenne, voire mauvaise et tout, bon, je te dis pas que ça serait passé aux oubliettes, mais voilà, ça aurait fait un peu parler. Là, c'est l'Algérie. L'Algérie, en ce moment, c'est la nation, l'une des plus fortes nations en Afrique, si ce n'est la meilleure. Peut-être même dans le monde, ils sont à 33 matchs, je crois, il me semble, série d'invincibilité, oui. Tu vois, je veux dire, il y a quand même les projecteurs qui sont sur eux. C'est aussi un collectif. Belmadi a fait l'effort est allé le récupérer parce que Belkebla avait eu un problème. Je me rappelle plus c'était quoi le problème pour la CAN et tout. Il le récupère et tout. Il fait partie aussi de
plus ou moins de la culture algérienne. Je veux pas parler pour eux, mais il a gagné avec l'Algérie. C'est ça qui est fort en fait. Et le mec dit vas-y, maintenant c'est bon, tu vois, j'ai gagné. Vas-y, rendez-vous dans un an. Bah non. Je suis d'accord avec toi, mais pour répondre à la fois à ce que tu dis et à la question de Cédric, je pense que Mahrez, ça n'aurait pas posé de problème, dans le sens où c'est pas non plus le dernier arrivé dans cette équipe, comme est Delors qui est international du coup depuis 2 ans, hein, depuis 2-3 ans en C'est gros. la star, Mahrez. Voilà, C'est lui qui te débloque des trucs. Oui, mais Mahrez, lui, il est là depuis une dizaine d'années. S'il te dit je fais une pause d'1 an, t'as aucune raison de douter de son attachement à l'équipe nationale. Tu peux avoir des raisons extra-sportives ou club. On sait que c'est compliqué parfois avec lui en club. Je pense que ça aurait pas été très bien vécu, mais tu te dis, ça va, Mahrez, c'est lui qui te débloque la situation en demi-finale face au Nigeria, si je dis pas de bêtises, dans la CAN que tu gagnes. Il a choisi l'Algérie tout de suite il y a très longtemps. Il n'a pas attendu que ce soit le plan B parce que tu n'es jamais appelé en équipe de France pour choisir le pays. Enfin, tu doutes pas de l'attachement, donc je pense que ça n'aurait pas été bien vécu, mais ça aurait été toléré qu'il fasse une pause et qu'il revienne pour la Coupe du Monde parce qu'il avait en plus la légitimité sportive. C'est Riyad Mahrez, pas n'importe quel joueur. Là, Tandy Delors, le mec joue jamais parce que il n'a pas forcément le niveau pour être titulaire dans cette équipe. Il est arrivé un peu à l'arrache et tu sais, déjà son arrivée n'avait pas été très très bien tolérée. Derrière, tu as quand même aussi toutes ces polémiques sur les réseaux sociaux. Et là, en plus, il te dit je reviens dans un an. Donc voilà, je pense que c'est une addition en fait de. Je vais même pas dire de maladresse, hein, c'est une addition de stupidité de ça. Bah non, franchement, c'est une connerie. La phrase, c'est d'une maladresse. C'est d'une connerie. Hein. C'est c'est d'une connerie parce que tu le sais que ça ne peut pas bien être vécu de dire je préfère ma concurrence avec Dolberg, avec Gouiri et en plus revenir dans un an. Enfin. Oui, mais imagine-toi, si tous les joueurs. Je suis d'accord là-dessus. Mais si tous les joueurs qui sont en concurrence avec d'autres joueurs ou avec d'autres clubs parce que c'est la fin du championnat, tout ça, non, je viens pas parce qu'il faut que je me donne à fond. Mais en fait, les matchs de sélection, c'est n'importe quoi. C'est d'une connerie d'invoquer ça. Il aurait dit de toute façon, je joue jamais dans cette équipe. Là, je suis dans le plus gros projet de ma carrière en club, donc. Désolé, merci pour les moments vécus, mais c'est ma retraite internationale. Ça aurait bavé pendant 2 jours. Belmadi aurait dit c'est dommage, mais bon, merci pour les services rendus, voilà. et tu passais à autre chose. Mais là, le coup de non, j'ai de la concurrence en club, la sélection, je reviens dans un an, alors que du coup, il arrive ni à s'imposer en sélection et pas encore tout à fait en club. Je dis bon. Moi, je trouve ça stupide. En fait, plus que maladroit, je trouve ça vraiment. Surtout que le résultat va être problème à Nice. En plus. Ouais, et puis surtout que le résultat concernant sa carrière internationale va être relativement similaire, c'est-à-dire que je vois mal, même s'il part du principe qu'il fait juste pas la CAN et qu'après il est resélectionnable, je vois mal Belmadi ou le prochain sélectionneur algérien le reprendre, quoi. Voilà. Non, clairement, c'est foutu pour lui. Et puis voilà, donc comme je le disais, autant annoncer directement que tu prenais ta retraite pour le même résultat, effectivement. Carrément. Très juste, Cédric. Bon, on va pas se mentir, il y a aussi un peu peut-être un côté règlement de compte perso pour Djamel Belmadi, parce que c'est pas non plus son coup d'essai sur l'OGC Nice. On sait déjà que c'était de la faute du staff médical et de la gestion du club pour les comportements et les performances sportives et physiques de Youssef Attal et de Hicham Boudaoui. C'était déjà la faute du club qui soi-disant ne les encadrait pas assez. Bon, après, c'est de la part d'un ancien Canois et Marseillais. On se doute bien que l'OGC Nice, c'est pas forcément le club qui porte le plus dans son... C'est une amusante coïncidence, on va dire. Ouais, voilà, on va dire ça. Ouais. Les gars, vous critiquez Marseille là, sur le coup là, mais putain, ton entraîneur, c'est un Marseillais. Non, on n'a pas critiqué Marseille. On n'a pas critiqué Marseille. Le fait que forcément, vu son passif de joueur, il doit pas adorer l'OGC Nice, quoi. C'est tout. Ouais, mais et encore heureux aussi, vu qu'on sait qu'il a un attachement à Marseille et qu'il a probablement été aussi exemplaire à Cannes. Dans les derbies, forcément, tu apprends à ne pas apprécier. Oui, d'accord. Puis nous, tant mieux. Je préfère ça que des joueurs qui passent de club concurrent en club concurrent, tout en pensant qu'en fait, voilà, ça y est, c'est enfin le club de leur vie, le club de leur cœur. Je préfère ça à Valère Germain, par exemple, tu vois, à la limite. Mais... Le club phare de la Côte d'Azur. Merci pour ça, Valère. Ta plus belle action de ta carrière. Là, je dois être peut-être un bisounours, mais le mec, c'est un sélectionneur. Il se doit d'avoir les meilleurs 23 possibles, dans les meilleures conditions. Je dis pas que Nice a un mauvais
à une mauvaise infirmerie, des mauvais kinés, tout ce que tu veux, préparateur. J'en sais rien, en vrai dire, donc je vais pas m'avancer là-dessus. Mais je pense que le mec, s'il déclare ça, c'est qu'il veut avoir les meilleurs joueurs. Et je pense qu'il s'en fout d'être canois, marseillais. S'il doit démonter n'importe quel autre club, il le ferait, tu vois. On n'a jamais entendu démonter un autre club, déjà pour l'instant. Ouais, ça, c'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est que, voilà, comme l'a dit Sky, il n'est pas trop à son coup d'essai avec les Nice, autres quoi. clubs. Peut-être qu'il n'y a pas ces problèmes-là aussi dans les autres clubs. Après, quand même, on parle d'un joueur, notamment, on va parler du Youssef Attal, qui quand même, voilà, on a l'impression qu'on n'a pas trop besoin de le forcer pour qu'il se pète physiquement. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que j'allais dire. Il y a ça aussi, c'est que le mec, c'est le petit bonhomme en mousse, tu vois, voilà, avec tout le respect que j'ai pour Attal. Voilà, ça, je l'ai jamais non plus entendu se plaindre comme il a fait avec Boudaoui du temps de jeu et du positionnement de son utilisation en club par rapport à l'utilisation en sélection, tu vois. Je suis pas sûr qu'il se permettrait de dire à Guardiola, tu fais chier, tu fais jamais jouer Mahrez, hein. Mais bon, bref, voilà, ça c'est un détail de toute façon. Enfin... C'est un détail, mais qui est hyper important parce que tu vois, le Nice dérange, etc. Ce qu'on voit un petit peu, tout ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un truc aussi, c'est qu'il ne peut pas se permettre d'aller dire ça à des Guardiola, à qui tu veux, parce qu'à un moment donné, il y a des clubs, ils tapent du poing sur la table en disant maintenant vous arrêtez vos conneries et on descend sur le terrain et on règle ça aussi par presse interposée et tout. Là, tout ce qu'il y a eu là, avec Delors, avec les mecs qui se font... Enfin, Belmadi qui critique les Attal, Boudaoui, etc., l'infirmerie et tout. J'ai jamais entendu des mots durs et des mots fermes de la part, encore une fois, de l'OGC Nice. Jamais. Je suis assez d'accord avec ça. On en avait parlé d'ailleurs. Qui est venu parler suite à Marseille. Galtier. Voilà, mais c'est suite à Marseille. Est-ce qu'à un moment donné, t'es un bisounours, t'es trop tendre, et les mecs, ils te tombent tous dessus. Tu crois sincèrement que Belmadi, avec tout le respect que j'ai pour Belmadi, vraiment, tu crois qu'il va aller voir Guardiola en lui disant, mec, il faut que tu fasses jouer tel et tel comme ça. Le Guardiola, il va le regarder, il va dire, déjà, vas-y, t'es gentil, mais mets-toi sur le côté. Et puis, t'as les mecs de Manchester City, ils vont aller le voir en disant, mais c'est quoi ton problème? Mais nous, pour les matchs amicaux, les matchs des préparations de la CAN et tout, Mahrez, tout ça, on ne te les envoie pas. Terminé. Voilà, nous, on le paye. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. Il mériterait, tu vois, même pas, t'as pas besoin de partir dans des gros trucs, que ça polémique encore plus, parce que voilà, c'est pas le but, mais le mec, Belmadi, parce qu'il a quand même employé des mots durs, hein, notamment sur Delors et tout, bien sûr, des trucs où le mec il s'emporte énormément, bah tu sais quoi, tu t'envoies un courrier au truc, bah à la cale, les gars, vous passez de Delors, Attal et Boudaoui, hein, voilà. Comme ça, au moins l'affaire elle est réglée. Sachant que tu n'as pas le droit de faire ça, mais tu peux au moins, comme le dit Brice, tu peux déjà apprendre à te faire respecter. Là, ça fait beaucoup cette saison, mine de rien. Donc, effectivement, on lit sur les réseaux sociaux, on a l'impression que Nice dérange tout ça, mais bon, ce n'est que mon avis, mais on dérange pas du tout. Hein. C'est juste que déjà, on a un peu une serpillière, parce qu'apparemment, on ne réagit jamais. Quand on réagit, c'est pour faire amende honorable ou en tout cas ne pas franchement contre-attaquer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et accessoirement, les médias, ils sont pas là pour cracher leur venin sur Nice spécifiquement, mais ils sont là pour faire du buzz et du business, et c'est avec la communauté algérienne, c'est avec la communauté marseillaise que tu vas faire plus d'audience qu'avec les 3 supporters niçois qui s'agitent à faire des podcasts, des tweets, des trucs comme ça. T'es un peu dur avec leur communauté niçoise, tu vois, alors que c'est moi le Marseillais, tu vois. T'es un peu dur. Mais par rapport aux 2 autres communautés que j'ai cités, numériquement, tu fais pas le poids, quoi. Et encore une fois, le but d'un média, c'est de faire de l'audience et du fric, et tu vas pas le faire en brossant le GC Nice dans le sens du poil, hein. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, numériquement ou pas, il y a quand même des gens, et on le voit dans nos DM, quand ils nous parlent et tout, tu as quand même des mecs avec de la ferveur, de la passion, tout ce que tu veux. Peu importe d'ailleurs l'endroit, c'est ton club, tu le supportes, etc. Mais il y a aussi ce côté-là, c'est qu'à un moment donné, à force de te laisser faire, tu perds le respect, tes supporters perdent le respect qu'ils ont pour toi en tant que dirigeant, parce que pendant des mois, tu t'es fait mais enfumé par tous les médias lors de Nice-Marseille, et que tu as beaucoup de supporters qui étaient qui défendaient seuls le club, et tu n'avais personne à la barre qui était en train de défendre le club. Dans le club, je parle de River, de la directrice de com, etc. et tout, encore une fois.
Et voilà, et à un moment donné, tu perds le respect que tu as. Mais par contre, de l'autre côté, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que puisque ça parle de Nice, ça veut dire que Nice est en train de passer un cap. C'est-à-dire que déjà, tu mets la lumière sur toi en venant prendre Galtier, champion de France. Tu le prends avec toi, un des meilleurs entraîneurs français. Beaucoup de gens l'ont dit et j'en fais partie de ces gens-là. Tu le prends avec toi. Tu as un des plus gros patrons, on va dire, en termes financiers, qui vient en France, à Nice. Donc, il y a encore plus de lumière. Tu commences à devenir un club qui compte dans le championnat, ce qui n'était pas forcément vrai avant. Voilà. Et donc, tu as un peu plus de lumière. Et ça fait du bien aux médias. Moi, quand je parle avec quelques collègues qui sont voilà, dans d'autres trucs de médias, etc., et tout, les mecs te disent ouais, mais voilà, maintenant, il y a Nice, il y a un peu Monaco, ça fait du bien parce que l'axe PLM, putain, il y en a marre, quoi. Donc, voilà, c'est nouveau. Chaque petit truc qui va être pris, ils vont essayer de faire monter la sauce pour voir un peu comment ça fonctionne. Et ça veut dire que tu commences à rentrer aussi dans la cour des grands. Ouais, voilà. Mais ça veut dire qu'il faut aussi commencer à se faire respecter. Malheureusement, il va falloir. Et voilà. Donc, ce premier côté dont je parlais, qu'il faut te faire quand même respecter parce que tu commences à rentrer vraiment dans la cour des grands. Tu vois, le coup de Nice-Marseille, tu es le premier club, enfin, en tout cas, moi, de mémoire, tu es le premier club depuis. Non, tu vois, j'allais dire une connerie parce qu'il y a eu Bastia qui avait perdu des points. Autant pour moi. Mais tu vois, tu fais partie des premiers clubs quand même. Qui perdent des points dans le championnat. C'est un truc quasiment sans précédent. À un moment donné, tu dois venir taper du poing sur la table et montrer aux yeux de tous que putain, t'existes, quoi. Dans toute l'Europe, ça a parlé de ce match, tu vois. Dans toute l'Europe. Et dans toute l'Europe, Nice n'a pas eu de représentant, en fait. Clairement. Voilà. Bah oui, le truc là, pour vite fait clôturer ça et reparler rapidement du cas Delors, Belmadi, tout ça. Le truc, c'est qu'en plus, tu as l'impression que tu poses la question en conférence de presse à Galtier, donc qui doit un peu se jeter au feu pour répondre à ça, alors que c'est pas du tout son rôle. Lui, son rôle, c'est le sportif. On a des dirigeants au club qui auraient dû eux directement peut-être répondre et mettre les choses au clair directement, pour éviter que cette question arrive en conférence de presse et que ce soit Galtier qui doive y répondre, entre guillemets. Et en plus, la réponse de Galtier, voilà, sur oui, j'ai connu Belmadi, joueur, il s'est pas assagi. Enfin, la réponse est nulle en plus. Donc, c'est ça. Mais parce que c'est pas son métier. Après, je lui en veux pas. Lui, il se retrouve avec la patate chaude. Il essaie de botter en touche le plus rapidement possible. Mais bon, du coup, ça se transforme par dispute de cours de récré par médias interposés. Bon, bref, c'était encore pas terrible. Et comme tu l'as dit, Brice, je pense qu'il faut aussi grandir de ce côté-là. Donc ça fait partie de l'apprentissage et de la croissance d'un club. On espère que ça s'améliorera et surtout que ce soit la dernière polémique dont on parle cette saison, parce que là, je pense qu'on en a quand même soupé pour une dizaine d'années depuis le mois d'août. Donc en espérant qu'on s'arrête là. Si jamais vous avez envie d'écouter un peu plus et surtout de l'autre côté, du côté de la sélection algérienne, les avis, les débats sur la non-sélection, le refus de sélection d'Andy Delors, on vous invite à écouter podcast de Sports Content consacré à la sélection algérienne, El Kedra, voilà, sur la même chaîne YouTube que Avanti-Nissa. Mais cette passe D, magnifique. Attends, pour le coup, on l'a pas vu contre 3, mais ce n'est pas juste de la promo, je l'ai écouté, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui s'est dit, mais à la fois, c'est aussi le point de vue de supporters de la sélection qui, en tout cas, voilà, c'était argumenté, j'ai trouvé ça plutôt objectif. Donc voilà, ça, pour ceux qui souhaitent prolonger ce débat, pour les masochistes qui souhaitent prolonger ça, n'hésitez pas à aller écouter ce qui se dit de ce côté-là. C'est un peu plus calme et mesuré que les propos de Djabel Belmadi, heureusement. Donc tu le disais, défaite face à 3, on va en parler, puisqu'on a essayé de repousser le plus longtemps possible l'échéance pour parler de ce match. Mais malgré voilà, on en a parlé. Merci de nous avoir écoutés. Merci, au revoir. À la semaine prochaine. On va en parler quelques instants de cette défaite face à l'Estac. Un but à 0, un but arrivé en tout début de match de la 4e minute. L'OGC Nice qui n'a jamais su revenir dans le match. C'était un peu mieux dans le contenu, mais pas non plus dangereux. On a peut-être même de la chance de pas perdre sur un écart plus important. C'est décevant puisque l'OGC Nice avait la possibilité de s'emparer de la deuxième place provisoirement, de recoller avec le Paris Saint-Germain et d'envoyer un signal fort à ses concurrents, notamment à Lyon et à Marseille qu'on affronte dans les prochaines semaines. Mais c'est raté, on est retombé dans les travers qu'on avait vus ces dernières semaines, une
une non-entame de match. On a vraiment l'impression d'avoir revécu en fait ce fameux match face à Lorient, mais face à un adversaire quand même supposément plus faible. Et puis, on a aussi remarqué, je pense, une dépendance à certains joueurs qui étaient absents ou qui sont rentrés plus tard et qui ne nous ont pas permis d'emporter ce match. Messieurs, pour commencer, en tout cas, le débat sur cette rencontre, est-ce que vous vous attendiez à ce scénario de match et qu'est-ce que vous avez pensé globalement de la performance de l'OGC Nice ? Moi, notamment l'entame de match, voilà, j'espérais que après les 3 matchs qu'on avait vécu, c'est-à-dire Nantes, Lorient et Monaco, si je dis pas de bêtises, c'était un peu du passé maintenant de faire des entames de match comme ça. Et apparemment, c'est pas le cas. Hein. J'ai trouvé notre début de match catastrophique. Hein. Bon, notamment, on est puni et on rentre à la mi-temps même à 1-0, ce qui est miraculeux pour moi. Et puis voilà, moi ce qui m'inquiète encore plus, si on peut utiliser le mot inquiet, mais c'est vraiment la non-réaction. J'ai jamais trouvé qu'on avait été dangereux ou qu'on était capable de marquer un but sur ce match. Voilà, après on va parler un peu plus de cas en particulier et de joueurs en particulier peut-être, mais dans sa globalité, j'ai trouvé l'équipe d'une faiblesse rarement vue cette saison quand même. T'étais ni dans l'action ni dans la réaction. C'est incroyable. T'étais là, t'étais sur le terrain, tu faisais le nombre. Il y a quelques joueurs qui sortent un peu du lot, quelques-uns, mais c'était poussif. Moi, je sais que voilà, en parlant souvent avec Patrick de Football Tactique et Mike Fleck, il me disait que 3, c'était une très belle équipe, ça jouait, ils méritaient pas d'être à leur place et tout. Et c'est vrai, quand tu vois comme ça joue, c'est vraiment collectif, ça pousse. Contre Nice qui défendait bien trop bas, qui n'arrivait pas à aller dans la surface adverse, dans le camp adverse même. Très peu. T'en prends 3 cet après-midi, c'est le même tarif. Hein. Je pense que c'est pareil. Hein. Clairement, c'est pareil. Franchement, il y a eu 1-0 parce que vers la fin d'ailleurs, même vers la fin de la première mi-temps, tu sentais que ça commençait à devenir un peu une boucherie, des tacles lourds. À un moment donné, c'est vrai qu'on a quasiment basculé un peu dans le mauvais match, je trouve. Autant Nice que 3 d'ailleurs. Hein. Mais c'était hyper poussif. T'as beaucoup trop de joueurs qui ont dézonné pour récupérer la balle parce que ça partait pas. La défense, elle était là. Devant, pas de mouvement. Sur les côtés, pas de mouvement. Des plots. En fait, c'était des plots, donc pas de mouvement. Et tu voyais très souvent Lemina descendre au même niveau que Dante et que Todibo pour essayer de relancer. Mais à un moment donné, ça crée un manque au milieu. Tu te fais prendre le ballon au milieu, ça revient. Enfin, en fait, tu n'arrivais jamais à sortir de l'eau, à sortir la tête de l'eau. Jamais. C'est... Commençons par là, si tu veux bien, Cédric. Du coup, devant, effectivement, ça n'a jamais fonctionné. Moi, je pense que sur les 4 titulaires, donc Boudaoui, Stengs, Dolberg et Delors, il n'y en a pas un qui fait un bon match. Ils font tous un mauvais match à des degrés différents, mais je pense qu'aucun ne mérite la moyenne. Oui, clairement, devant moi, j'ai trouvé... voilà, alors je pense... sur le papier, c'est beau, hein, Dolberg Delors, entre guillemets, ça peut plaire, mais je pense que c'est les 2 attaquants les moins complémentaires du monde. Voilà, c'est ces 2 attaquants qui ont besoin un peu d'avoir quelqu'un autour d'eux qui bouge beaucoup, notamment on pense à Gouiri, on l'a vu lors de son entrée. Mais pareil pour les ailiers, voilà, Boudaoui et Stengs qui ont été transparents pour moi. Boudaoui qui après un début de saison qui était très 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 bon, j'ai l'impression qu'il est en train un peu d'être sur la phase descendante là. Après, donc, c'est pas ouais, mais il avait fait des très très bons matchs sur l'aile droite notamment, pas sur l'aile gauche, mais sur l'aile droite en début de saison où il avait été très très bon. Là je l'ai trouvé vraiment vraiment en difficulté, donc possiblement aussi parce que l'équipe de 3 a très bien joué le coup, hein. Mais voilà, j'ai trouvé... on a parlé donc de l'assise défensive, après on y reviendra, mais qui a souffert. Mais quand tu arrives à faire si peu de jeu et à garder si peu le ballon... t'es forcément plus exposé derrière. Voilà, c'est obligatoire, hein, c'est mathématique et c'est juste le football en fait. Je veux dire, on n'a pas réussi à conserver un petit peu le ballon, à mettre le pied dessus parce que 3 a effectué un très bon pressing et efficace. Toi, voilà, t'as jamais réussi à trouver... tes ailiers, tes points d'appui devant pour un peu conserver le ballon. Et forcément tu prends des vagues et voilà. Ouais, jusqu'à finalement centrer de loin, parce que Camara, à un moment donné, sur le côté gauche, comme ils n'arrivaient pas à rentrer, ils centraient à chaque fois de loin, mais c'est des centres... Enfin, Camara, Attal, même combat sur l'apport offensif, en tout cas.
une quantité de centres, et bon, Attal a au moins eu le mérite d'en faire beaucoup plus que Hassan Kama, mais une quantité de centres qui ne menait à rien, quoi. C'était vraiment, Ouais. on balance une sacoche devant en espérant que ça tombe sur un Niçois. Sur un malentendu, comme dirait Mais Jean Calbus. voilà, mais comme tu l'as dit, en fait, on n'a aucune solution. Nous Non. balançons le ballon devant, et puis ça n'a rien donné. Donc en fait, tu as tes 6 joueurs qui sont censés avoir un apport offensif, tu n'en as aucun qui fait un bon match. Tu disais, à part quelques joueurs que tu trouvais qui ont fait une bonne prestation, j'aimerais que tu me dises qui quand même, en fait, là, parce Alors, que pas une bonne prestation, qui sont sortis du lot par rapport à cette qui ont été médiocrité moins qu'il y nuls avait. que les autres. Voilà. Est-ce que moins tu es pire, capable, quoi. Attal, capable de m'en citer 3 qui ont été moins nuls que les autres? 3 non, mais Lemina peut-être. franchement, Attal, Camara, malgré tout. Ouf. Ouais, non, 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 Ah, non, de- non, non. Défensivement, Alors, il te sauve. je suis d'accord que Youssef Camara- Attal fait un très bon match défensivement, et c'est dans la lignée de ce qu'on disait dans précédentes émissions. C'est que je pense qu'il faut rapidement faire le deuil du joueur qu'il a été par le passé, de son apport offensif qu'il ne retrouvera jamais. En tout cas, moi là, je suis désespéré. Par contre, il y a des gros progrès défensifs. Il te sauve oui. un ballon sur la ligne. Il revient faire quelques interventions autoritaires. Et même dans la récupération haute du ballon en deuxième période, il est allé après l'entrée de Gouiri, il avait un peu plus de capacité à récupérer le ballon dans les 30-40 mètres troyens. Après Camara, je vais pas le défoncer parce que c'est pas le but et c'est un super gars et tout. Mais il faut pas omettre juste par le fait qu'il court énormément, qu'il abat énormément de terrain et tout, les carences qu'il a quand même défensivement. Le premier but, il est à l'agonie, il suit pas du tout l'action. Voilà. Je suis d'accord, Alors mais il c'est une court action. énormément. Non, mais même tout le match, je veux dire, offensivement, il a jamais eu. Enfin, je veux dire, en comparaison de Barre, alors j'aime pas faire ça, comparer les joueurs. Mais Si, vas-y. Je vais même mute Brice pour faire un petit 10 minutes sur l'absence de Melvin Barr. mais en comparaison de Barre, je suis désolé, mais enfin, Camara, on est actuellement à des années-lumière de ce que peut apporter un Melvin Barr. Je veux dire, il a eu 2-3 centres à effectuer, il y en a aucun qui est efficace. Mais parce que c'est pas ton jeu, ça, de faire les centres, malheureusement. Bah, c'est un latéral, et que ton jeu, les c'est pas de derniers faire les matchs, centres, ça Non, compte, le quoi. jeu de Nice Brest, n'est pas basé là-dessus. Non, mais regarde, contre Brest, il est- t'ouvres le score sur un centre de Barre, par exemple, contre Brest. C'était juste avant la trêve. Et tu mets Je le veux dire, deuxième but sur un centre Oui, mais par Melvin Barr. tu aussi, mets plus de enfin. pressing, tu as plus de gens devant. Là, c'était Non, mais vraiment voilà, mais en c'est- recul. Tu enfin, vois ce que je veux te dire? Moi, j'ai trouvé que même dans sa globalité, la défense a été moins sereine, et peut-être, Ouais. voilà, c'est malheureux à dire parce que Barre, il a qu'une dizaine de matchs avec Nice et c'est un très jeune joueur. Mais j'ai même eu l'impression à des moments qu'on a vu Dante et Todibo qui couvraient énormément les côtés, hein, notamment, parce que tu as l'impression que peut-être qu'ils parce sont qu'ils moins montaient sereins que quand il y a Barre et Lotomba, peut-être. Est-ce que ce Ouais, serait, parce qu'ils montaient beaucoup. est-ce que ça serait pas eux, les deux meilleurs niçois? Qui? Dante et Todibo. Oui. Non, les Mina. Bah, après voilà, moi, si tout à l'heure tu parlais d'en sortir 3, je mettrais Lemina, on va dire, numéro 1. Voilà, pas le meilleur, mais peut-être le moins pire, parce que le match, pour moi, a été Parce très que c'est douloureux. Mario Lemina, de toute façon. Hein, donc, Voilà, mais après, oui, dans Todibo, ça a essayé de faire le boulot, parce qu'on a subi énormément quand même, hein. Il faut se rendre compte, je sais pas si certains vont réussir à ça a joué les avoir la force pompiers quand même, hein, parce que de se taper le replay du match, mais vous verrez qu'on a énormément souffert, et que voilà, Dante et Todibo ont essayé de faire le max possible. Donc ouais, je mettrai les 3 légèrement supérieurs aux 8 autres. Bon, pour les joueurs de champ, parce qu'on peut aussi souligner la bonne performance de Benitez, qui n'a pas eu non plus beaucoup d'occasions de s'employer, mais qui l'a fait quand il fallait. Il peut quand même pas grand-chose sur le but troyen, et après il arrive à garder sa cage inviolée pendant tout le reste du match, avec notamment un ou deux arrêts assez importants. Donc il y a ce problème, hein, devant, et du coup qui s'est répercuté, comme vous l'avez dit, sur tout le bloc équipe. C'est assez inquiétant quand même, parce que c'est face à 3, et on disait que l'OGC Nice avait du mal face au bloc bas, hein, pour reprendre une formule chère à notre ami Brice. Mais là, tu jouais 3, qui est quand même une des équipes mal classées qui ont le plus de velléité de jeu. Donc on pouvait se dire, chouette, justement, on va avoir des occasions. On a eu quand même... mais pas du côté de Nice. Non. On a eu quand même des occasions, en tout cas des situations, des ballons du côté de l'OGC à exploiter. Et moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'on n'a pas réussi à les exploiter jusqu'à l'entrée de Gouiri, qui nous a montré un match totalement, enfin qui a
qui a provoqué un match totalement différent par son entrée. Donc est-ce qu'on est totalement dépendant de la forme d'Amine Gouiri dans cette équipe? Parce que tu parlais tout à l'heure du peu de complémentarité entre Delors et Dolberg, et effectivement, on va avoir du mal à arguer le contraire là après cette rencontre-là. Mais en fait, tu te rends compte que tes joueurs qui sont censés créer des espaces, donc que ce soit tes latéraux, que ce soit Stengs, que ce soit éventuellement Dolberg, Delors ou Boudaoui dans ce rôle d'ailier droit, personne n'y est arrivé. Et quand Gouiri est rentré, tout de suite les espaces tu les as eus. Donc il y a eu des mauvaises décisions techniques. On pense à cette balle un peu trop profonde pour Dolberg qui du coup a pas pu se mettre en position de tir. Le centre dévié qui arrive un peu trop dans les pieds de Dolberg qui du coup peut pas le reprendre en première intention. Mais tu as eu déjà autre chose à te mettre sous la dent après cette entrée d'Amine Gouiri? Parce surtout, que c'est un joueur qui aime. On a vu surtout la seule frappe, quoi, presque. Ouais, j'ai l'impression que. Ouais. C'est ça. Mais c'est surtout aussi que tu as un joueur, et on l'a vu dans le match, il arrive à porter le ballon, il arrive à garder le ballon, et ça change tout en fait. Quand à un moment donné, il y a 4 joueurs autour de lui, à un moment donné, il arrive à passer. Tu vois, et il n'y a pas un seul joueur jusqu'à l'entrée de Gouiri qui a réussi à faire ça, à être un peu un détonateur, à essayer de percuter, d'avoir une bonne conduite de balle. J'ai pas vu sur tout le match. Et ça change tout en fait. Juste ça change tout. Alors il arrive un peu plus frais dans le match. Excuse-moi, il arrive un peu plus frais dans le match. Il y a peut-être un peu de ça qui y joue, mais c'est pas non plus ça qui change tout le match. C'est surtout que le mec, il a du ballon, il a une idée, il sait où il veut aller, il a une conduite de balle, une bonne conduite de balle qui peut lui permettre aussi de garder le ballon. Ça change tout. Il a eu le culot de faire autre chose que d'attendre le ballon. Et en fait, j'ai l'impression que tous les autres se sont dit: j'attends un ballon exploitable pour faire quelque chose. Oui, Gouiri s'est dit, le ballon exploitable, je peux me le créer. Et c'est ce rôle d'attaquant complet à la lyonnaise qu'on aime, avec Amine Gouiri, du coup, comme on a pu connaître notamment dans un registre certes un peu différent à Alassane Plea, ou pour tous ceux qui le comparent à Karim Benzema. Mais voilà, de se dire, c'est pas grave, c'est un match pourri, mes coéquipiers servent à rien. Mais si j'arrive sur un exploit individuel à éliminer un ou deux joueurs, ça va créer un décalage, et après, je peux peut-être leur libérer la place et permettre de créer une ouverture. Il a aussi cette utilité, hein. Bon, il en a plein d'autres, hein, mais il a aussi cette utilité de faire ce lien entre le milieu de terrain. Tout à l'heure, Brice parlait que Lemina et Rosario, Lemina a joué un peu plus bas pour essayer de défendre au maximum, et Rosario a pas eu l'impact offensif qu'on aurait peut-être dû attendre. Mais Gouiri, il a cette faculté à faire ce lien entre le milieu et l'attaque pour garder le ballon, casser des lignes, à apporter le danger devant. Et voilà. Chose qu'on n'a pas du tout vue aujourd'hui avant son entrée. Donc, on a vu Boudaoui et Stengs qui ont essayé, mais avec des mouvements peut-être pas assez francs. Un jeu sans ballon qui était inefficace. Et Delors, Dolberg qui, pour moi, sont dans des registres un peu trop similaires pour pouvoir jouer ensemble, et qui ont attendu un petit peu le ballon devant et les actions, et que les actions viennent à eux. Voilà, donc je pense que c'est un peu aussi c'est aussi le rôle de Galtier de voir des matchs comme ça, et les choses qu'il y a à corriger. Mais oui, je pense que, comme vous l'avez dit, Gouiri peut-être doit être le dénominateur commun de cette attaque, et voir qui tu mets autour de lui, parce qu'il a l'air relativement indispensable quand même. De toute façon, très clairement, le premier nom que tu couches sur la feuille de match aujourd'hui, c'est Amine Gouiri, hein. C'est pas ces 2 pénaltys ratés qui ont remis en cause ça. Ça reste le meilleur joueur de l'OGC Nice de toute façon. Bon, bien sûr, il y a Mario Lemina, tout ça. Enfin, on va pas en reparler. Benitez aussi, il n'y a pas trop de concurrence au cage. Mais bon. Mais sur le secteur offensif, c'est Amine Gouiri qui t'emmène la dynamique dans cette équipe. Clairement. Oui, clairement. Okay. Ouais, on est d'accord. Messieurs, il y a aussi une action qu'on n'a pas commenté en début de match, c'est ce penalty non sifflé sur Hicham Boudaoui. Donc ça a beaucoup fait parler. La VAR a été checkée, mais qui a confirmé la décision initiale de l'arbitre de ne pas siffler penalty sur cette récupération de balle, du coup, puisque ce n'est pas une faute, sur le milieu de terrain algérien de l'OGC Nice. Pour vous, est-ce qu'il y avait penalty, et si oui, est-ce qu'on peut avoir des regrets là-dessus, ou de toute façon la défaite 1-0 c'est tout ce qu'on méritait? Après dans le football, tu sais, hein, les résultats, n'importe comment qu'ils soient, sont bons à prendre. Si on avait pris un point grâce à ça,
je serais content, entre guillemets, vu la tournure du match. On aurait fait le même contenu de podcast, mais en disant... Voilà, en disant non. on a pris un point miraculeux. Voilà. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose, ça se siffle largement. Alors, c'est pas la faute la plus franche qu'on ait vue et la plus visible, mais quand même, quand tu vois au ralenti, t'as l'impression qu'il lui touche quand même le pied d'appui, son pied droit, qu'il fait tomber, il prend pas le ballon. Alors voilà, ça reste des points... Le déséquilibre. Des points d'arbitrage qui font que tu te dis pourquoi il n'y a pas pénalty quoi. Quel est le contexte qui fait dire bon bah il y a pas pénalty là. Je veux dire le mec tacle, prend pas le ballon, il prend le pied d'appui. Alors c'est sûr c'est pas il y a pas de sang, il y a pas de fracture, mais comme dit Brice, il le déséquilibre et il le fait tomber dans la surface. Donc je comprends pas en fait le raisonnement qui amène les mecs dans le camion à la VAR et à dire à l'arbitre, à Monsieur Hamel de pas au moins se faire son propre avis avec la télé là et de dire clairement non il y a rien quoi. C'est ça qui me paraît en fait complètement bizarre. Je suis quasi d'accord avec toi. Je pense qu'il y a penalty, 1000 fois penalty. En plus, il le prend de 3/4. Enfin, il n'est pas en face ou sur le côté, donc déjà tacle, on va dire plus ou moins par derrière. Ça touche le pied d'appui, ça le déséquilibre dans la surface. Enfin, il y a c'est pas genre une petite faute, un coup de coude ou un truc comme ça qui fait que bon, ça peut laisser porter. Enfin, chacun peut donner son avis. Là, c'est clairement une faute dans la surface. Tu déséquilibres un joueur qui va pour marquer en plus, qui va pour tirer. C'est un tacle non maîtrisé. Hein. On parle toujours de gestes non maîtrisés. Voilà. Alors, défensivement. Exactement. Bah, là, on est clairement sur ce truc-là, quoi. Bien sûr. Et après, aucun regret, parce que c'est pas parce qu'il y a penalty que tu vas le marquer, surtout dans ce match-là où niveau mental... Comme on l'a vu ces derniers temps. Ouais, déjà, comme on l'a vu ces derniers temps, et de deux, dans le match, vu la mentalité des joueurs, vu la nonchalance de certains, franchement, t'es pas sûr de le marquer par rapport à l'enthousiasme qu'il y avait de 3 du gardien qui était quand même à confiance, etc. T'es pas sûr de le marquer non plus. Donc non, aucun regret. Après, c'est sûr que oui, normalement, il y a faute. Il y a faute. Pour moi, il y a 100% faute là-dessus, clairement. Toi, Sky, c'était pas ton avis, toi? Moi, je suis un peu dubitatif sur le côté qui ne joue pas ou qui ne touche pas le ballon. Donc bon, j'ai vu les mêmes ralentis que vous. Après, c'est peut-être une interprétation de ma part. Bien sûr, il chope après le pied d'appui, mais il le prend quand Boudaoui a déjà quasiment un genou à terre. Enfin, c'est pas non plus tout à fait que le Troyen qui le fait tomber. Donc, je pense honnêtement que c'est une autre équipe que... Alors, je vais pas dire c'est une autre équipe que l'OGC Nice, ça refait complot et Nice dérange. On va dire. C'est le PSG qui subit cette faute-là, il y a penalty, hein, très clairement, sans faire de complot de bas étage. Après... Est-ce que si la faute avait été inversée, que ça aurait été un défenseur niçois, ça aurait été une intervention de Todibo par exemple, on n'aurait pas crié au scandale sur le penalty sifflé? Moi, je suis pas sûr. Tu vois, voilà. Après, on a un côté chauvin et où on est complètement débile dans ces cas-là. Hein. Moi, le premier, mais à la vue des ralentis, honnêtement, t'inverses les équipes, entre guillemets, la faute. Tu te dis ça fait chier de prendre un penalty et c'est complètement con, mais enfin, je pense honnêtement en toute objectivité que j'aurais dit qu'il y aurait eu faute quand même. Pour moi j'essaie d'être objectif au maximum, hein, parce que honnêtement le match dans ma tête il est perdu de toute façon. Hein. Voilà, tu peux jamais revenir. Et je me dis voilà, il y a faute clairement et ça aurait dû être un penalty. Voilà. Pour être d'accord, ça arrive là avec une défaite à 3 ou un match où tu as été dégueulasse, tu n'as pas de regret que ce penalty ne soit pas tiré. Ça arrive à la 89e minute alors que tu es à 2 partout au parc et que tu as la possibilité de gagner, tu casses ta télé. Ouais, ou contre Monaco. Oui, ou contre Monaco, mais bon, on va pas rappeler des mots. Non. Ah, désolé, tu es mesquin. Messieurs, j'avais prévu de terminer l'émission là-dessus, mais joie du faux direct oblige. On a la déclaration de Christophe Galtier après le match qui me semble assez intéressante. Elle est un peu longue, mais vous allez voir, il y a quand même matière à débat, donc on va peut-être pas repartir pour 1 heure d'émission. Mais ça parle notamment de futurs changements dans le 11 de départ, donc je vous propose de conclure là-dessus. Donc pour citer Christophe Galtier, on ouvre les guillemets.
L'entame du match est catastrophique et tout le match est catastrophique. Quand on est aussi mauvais que cela sur 93 minutes, tout le monde a sa part de responsabilité. Moi, le premier. 3 méritent largement sa victoire par le jeu proposé et ce qu'ils y ont mis en termes d'engagement et d'effort. Ils ont imposé leur rythme alors qu'on aurait dû imposer le nôtre. On a manqué de caractère, d'engagement et ça s'est ressenti dans le jeu. C'est une grosse déception et une grosse remise en question sur la manière dont on a préparé le match. Plusieurs choses n'ont pas été comprises ou perçues. Si les joueurs se disent ambitieux, on doit avoir un autre visage, un investissement total, quel que soit l'adversaire ou l'horaire. Il faut au moins réagir. Là, on n'a même pas réagi. C'est là-dessus que j'attends mon groupe. On peut être en difficulté et avoir une réaction. Sur ce match, il n'y a rien eu. C'est à la fois agaçant et à la fois, ça permettra de poser une réflexion sur le 11 de départ. Alors, Ouch, déjà, quand même, parce que là, il sort bien la sulfateuse malgré tout. Donc... Et il a raison. Et il a raison. Ah oui, clairement. Il rejoint plus ou moins ce qu'on a dit. Hein. Même quand je dis, quand personnellement, je dis que même Galtier doit se servir de ces matchs-là et se remettre aussi lui en question sur ce qui n'a pas marché. Il le dit clairement que lui aussi, le premier, il a des choix à faire. Quoi. Bon, c'est toi qui lui as soufflé. C'est la causerie d'après-match dans le vestiaire. Tu as dit Christophe, là. N'oublions pas que c'est l'adjoint. C'est vrai, c'est l'adjoint officieux. Non, mais par contre, plus sérieusement, des choix dans le 11, j'ai hâte de voir un peu de qui il peut parler ou il va parler. Parce que c'est surtout là-dessus que je vous attendais. Donc le constat sur le manque de réaction, tout ça, c'est pas la première fois qu'on en parle. Et puis c'est son boulot tout au long de la semaine. Par contre, poser une réflexion sur le 11 de départ, pour vous, qui a potentiellement perdu sa place dans le 11 aujourd'hui? Brice, ne réagis pas tout de suite. Cédric, d'abord. Non, mais, alors, est-ce qu'on part du principe que ce sont des mecs qui jouaient jusqu'à présent avec un rôle important et qui vont un peu tomber de haut? Ça me paraît peut-être bizarre, mais j'aurais envie de te dire, est-ce que quelqu'un a suffisamment brillé pour bouleverser la hiérarchie? Non, donc c'est plutôt effectivement l'autre choix. Donc je sais pas, peut-être qu'il est personnellement, en tout cas, je parle pour moi, mais je suis assez déçu du match de Rosario. Peut-être que lui aussi. L'entrée de Thuram a été très bonne, hein, contrario. Voilà, l'entrée de Thuram a été bonne. Après, voilà, je sais pas. Peut-être que Dolberg doit faire plus. Voilà, c'est même pas que je pense, c'est que c'est clair. Il doit faire beaucoup plus que ce qu'il a montré ce soir. Après, on va pas revenir sur les cas individuels de ce match-là parce qu'il y aurait beaucoup à dire et comme tu l'as dit, on va repartir sur 1 heure d'émission. Mais qui te semble viser? Donc Dolberg, effectivement, Stengs, Dolberg, Rosario aussi. Pour moi. Stengs, peut-être Stengs. Après Stengs, peut-être qu'après son match à Brest, déjà, il était un peu déçu parce qu'il a énormément loupé. Là, il sort encore une fois un non-match, mais peut-être à l'image du reste de l'équipe. Donc, c'est un jeune joueur après Stengs. Je l'enterre pas. Là, on parle de 11 de départ, de savoir face à Lyon, là, si tu dois changer, si d'après ce que dit Galtier, tu dois changer des éléments dans ton 11 de départ, qui d'après toi, et là, on est dans la spéculation la plus totale, peut-être qu'au final, il changera personne, mais est-ce que tu as des personnes qui, là, entre ce match-là et ces dernières semaines, ont perdu leur place et surtout des joueurs où derrière, il y a une concurrence suffisamment féroce pour qu'il y ait une alternative qui soit possible? Voilà, c'est ça. Déjà, c'est là où je voulais en venir. Stengs, la concurrence derrière, ça paraît un peu complexe. Mais comme ça, si je devrais viser de moi-même, entre guillemets, des personnes, je dirais peut-être Dolberg, Rosario. Brice? Je dirais Dolberg, Rosario et Stengs. Et aussi peut-être Camara. Même sachant que Camara, a priori, Bard, si jamais sa blessure n'est pas trop grave, ce qui pour l'instant semble être le cas, il n'avait pas sa place dans le 11 vu les dynamiques début de saison. Mais c'est en tout cas Dolberg de côté, Stengs de côté et Rosario de côté. C'est pas une punition, comme tu dis, c'est un 11 de départ. Il faut un peu choquer aussi, parfois. Ça peut servir. Selon les joueurs, leur mentalité, ça peut servir. Je pense que c'est très important. Et je pense que c'est les joueurs, pour moi, en tout cas, du match qu'on a vu et des attentes qu'on a de ces joueurs-là, je pense qu'il vaut mieux les mettre de côté, leur dire, voilà, il y a autre chose. Et on a d'autres possibilités, d'autres solutions. Après, pour Stengs, ça va peut-être un peu bricoler, mais en tout cas, lui montrer qu'on peut aussi te mettre sur le côté. Dolberg, c'est pareil, on peut te mettre sur le côté, c'est pas un problème. De toute façon, des fois, lui, il le fait lui-même, il se met lui-même de côté. Voilà, ça, c'est le petit tag gratuit. Peut-être même Boudaoui. Boudaoui, comme je disais tout à l'heure, je trouve que
par rapport à son début de saison et ce qu'on attend de Boudaoui, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui a un énorme potentiel. Je trouve que là, il est en train de redevenir un peu un joueur lambda. Stéréotypé un peu, ouais. Voilà, Ouais. donc Peut-être parce peut-être qu'il est qu'aussi aussi il visé. rentre dans un moule dans un poste qui n'est pas le sien forcément, donc il essaye de rentrer dans des stéréotypes. Je sais pas. J'aimerais bien le voir à son poste, vraiment, Ce vraiment, qui avant peut de être, prendre ce cette qui, ce qui décision-là, peut tu vois. être une solution, notamment pour remplacer Pablo Rosario, qui, du Oui, coup, bien sûr. a fait une meilleure interview à Nice Matin que sa performance face à 3. On vous invite à aller lire d'ailleurs cette interview de Nice Matin sur le milieu de terrain de l'OGC Nice. Très, très sympa. En plus, ça permet de connaître un peu mieux son parcours et son passage en championnat néerlandais qui, on se l'avoue, on ne suit pas, même si, vu les recrues de l'été, on va peut-être devoir se mettre à suivre ce championnat également. Messieurs, je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cette émission. Finalement, on s'était dit au début, putain, il va falloir parler une demi-heure de Nice 3. Comment, comment on va faire? Et ben, on a tenu beaucoup plus que ça grâce à l'actualité riche autour de l'OGC Nice. Voilà, cette polémique Andy Delors, l'actualité Mercato. Ce match qui au final il s'est pas passé grand chose, mais sur lequel je pense Christophe Galtier va avoir beaucoup d'enseignements et de travail dans le cours de semaine prochaine, et c'est dans ce sens que sa déclaration met un peu en lumière tout ce qu'il reste à faire à l'OGC Nice pour devenir un grand club, et en tout cas pour maintenir cette place sur le podium qui devrait nous échapper suite aux résultats de la journée. Mais voilà, l'OGC Nice reste quand même malgré tout largement en course pour les places européennes. Les places européennes, ça va être tout l'enjeu de la prochaine rencontre dimanche prochain, le 24, face à Lyon. Retour au stade pour moi, du coup, même si ma tribune n'ouvre pas encore, mais voilà, ça sera l'occasion peut-être de revoir du football en vrai, de revoir du football tout court, on l'espère, après cette non-performance au stade de l'Aube. Et puis, on espère vous retrouver très bientôt sur l'antenne d'Avanti Nissa, messieurs. D'ici là, Issa Nissa.